Bonjour à tous, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui une vidéo sur un format un peu différent sur l'Orcana. On va voir quelles sont les meilleures cartes et surtout les meilleurs decks de la saison 2 et voir un peu comment les jouer et comment ils interagissent entre eux. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est beaucoup de travail, mais si ça plaît, j'en ferai d'autres. Donc avant d'étudier tout ça, sachez que un des tout meilleurs joueurs a déjà fait une vidéo de ce type, mais qui est en anglais. Donc je m'en suis évidemment beaucoup inspiré, puisque vous pouvez voir le classement, c'est le deuxième joueur à la fin du classement de la saison 1. Et je suis aussi beaucoup voilà, les 10 premiers qui sont tous d'accord là-dessus. Moi-même, comme vous pouvez le voir, j'arrive bientôt à la fin du rang platine, donc je suis quand même pas si mauvais que ça. Et j'ai fait énormément de parties avec le deck rouge-violet, donc je vais pouvoir vous en parler normalement avec un minimum de qualité. Alors avant de voir les meilleurs decks, on va voir les meilleures couleurs depuis ce chapitre 2. Donc clairement, la meilleure couleur, c'est le violet améthyste, principalement grâce ou à cause, comme vous voulez, de 4 cartes, à cause des Madame Mime, en serpent et en renard, et à cause des Merlins, Merlin chèvre et Merlin lapin. Donc on va voir que ces cartes sont totalement surcotées par rapport aux autres. Elles ont des stats très très fortes. Elles rendent obsolètes plein d'autres cartes. Et surtout, elles ont la capacité de revenir dans la main. Et donc on peut activer tout un tas de pouvoirs, aller à l'aventure, etc. sans jamais laisser nos cartes inclinées sur le plateau de jeu. On peut toujours les remonter. Donc je vais parler des interactions entre ces 4 cartes quand on va présenter les decks. Et du coup, c'est elles qui rendent l'améthyste la couleur la plus forte pour le moment. En deuxième, les top joueurs mettent la couleur gris comme la deuxième meilleure, acier, principalement pour ce qu'on appelle les removals, c'est-à-dire les cartes qui permettent d'aller tuer des créatures adverses sans bouger. Donc on a perdu dans l'hiver, qui permet de mettre 2 dégâts et piocher une carte, on a fracassé qui permet de mettre 3 dégâts à une créature. Mais c'est surtout aussi il y a plus ardent que le feu des volcans aussi, qui met un dégât pour chaque créature qu'on a en jeu. Donc voilà, toutes ces chansons qui permettent de mettre des dégâts. Mais le gris est surtout aussi très fort pour les dégâts de masse qu'il peut mettre, avec Prends ton épée, qui met 5 dégâts à tout le monde, 2 dégâts à tout le monde, et la fée clochette, qui quand elle entre, met un dégât à tout le monde. Donc voilà, le gris, deuxième meilleure couleur du set pour le moment. Et en troisième, kiff avec le gris, mais ils le mettent en troisième. On a le rouge pour l'aspect contrôle, c'est-à-dire l'aspect de réussir à tenir le plateau de jeu en fin de partie et à empêcher l'adversaire de faire quoi que ce soit. Toujours avec Maui, très fort. Madame de Trémen à 6, là, qui oblige l'adversaire à tuer une créature. Maléfique. Et surtout la carte indispensable en rouge, Soyez prêts, qui bannit toutes les créatures pour un coût de 7. Donc c'est parti pour le classement des decks. Je pars avec le premier, sans grande surprise, si vous jouez un petit peu, vous le savez. Le meilleur deck pour le moment, c'est le deck Ruby Améthyste, donc rouge-violet, qui est largement top 1, on va voir pourquoi. Alors, vous l'avez sous les yeux, là, vous le voyez ici. Il y a plusieurs versions de ce deck. On a des petites variations de l'un à l'autre. Il y a soit une version un peu aggro, avec plutôt le Pinocchio qui coûte 2, qui va chercher 3 l'or, le Fou surtout, ou Arthur. Ça, c'est la version un peu plus rapide. Vous allez voir des versions un peu plus contrôle, c'est-à-dire un peu moins avec des créatures comme ça, des petites créatures, mais à la place, on en aura des très grosses. Là, Elsa à 8, Maléfique toujours, Isma qui coûte 6, qui permet de renvoyer une créature dans la défausse et de faire piocher 2 cartes à son propriétaire. Et en ce moment, on voit pas mal aussi de Ursula, la grosse Ursula là, qui a 2 d'attaque, 8 de défense, qui cherche 3 l'or et qui, quand elle rentre en jeu, fait perdre un l'or et piocher une carte à son propriétaire, sans perdre l'or d'adversaire. Donc ça, c'est des versions un peu plus contrôle. Et on a plein de variations avec, voilà, ils font tous des tests, des essais, avec des fois au milieu, il y en a qui mettent des reines de cœur, des Aladdin, des... Voilà, je vous ai mis tout un tas de cartes là vous pouvez faire des essais, des variations entre la version très rapide et la version un peu plus longue. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui le meilleur deck largement devant. La carte qui me paraît incontournable, alors il y en a plusieurs, outre le quatuor là qu'on va voir bien sûr, dont on a parlé. Notez bien que la petite mini qui coûte 3, qui a 1-3, qui est insaisissable, qui charge de l'or,
est une carte indispensable de ce deck, une des toutes meilleures, et qui marche bien, on va dire, contre tous les decks. Donc elle fait gagner beaucoup, on en parlera tout à l'heure quand je vous expliquerai comment le jouer. Mais cette carte, vous pouvez l'inclure quelle que soit la variation, c'est un de vos meilleurs tours 3, clairement. Alors pourquoi c'est fort? C'est fort déjà parce qu'on a Madame Mime Renard et Madame Mime Serpent qui ont des stats très hautes, c'est trop en stats, et on a le duo Chèvre Lapin qui est très efficace. Alors je peux parler d'abord du lapin, donc le lapin qui coûte 4, quand on le met en jeu on pioche une carte, et quand il sort du jeu, on repioche une carte. Ça veut dire que votre lapin, il est capable déjà, à partir du moment où vous le jouez, au tour numéro 4, vous savez que vous allez piocher du carte. Il en pioche une quand il arrive, il y a un moment il va mourir ou il va sortir, peu importe la manière d'où il sort, il repioche. Donc pour 4, vous avez une carte qui pioche 2. C'est déjà très fort. Si on compare au premier chapitre, on avait Réponse qui faisait ça pour 4, sauf que Réponse, elle faisait ça à condition de pouvoir soigner des dégâts. Et donc on avait un moyen d'éviter que cette réponse pioche, où elle pouvait piocher que 1, ou on pouvait faire en sorte de jouer autour pour pas qu'elle pioche. Avec le lapin, il n'y a pas de match, il pioche tout de suite. Le top joueur là comparait aussi le lapin avec le gros Stitch qui, quand il arrive en jeu, pioche 2 et permet comme ça sur des fins de partie de se remettre en selle et de faire durer la partie. Le lapin, voilà, c'est il pioche 2, il n'a pas besoin de coûter 7 ou autre, hein, il coûte que 4 quoi. Et donc ce lapin est vraiment une machine à alimenter le deck. Et donc c'est ça qui fait qu'on n'est même pas obligé d'avoir des choses pour piocher ou pour contrôler à la fin. Parce que juste avec un lapin, on est capable de piocher, repiocher. On peut aller chercher du lore, l'adversaire à un moment va être obligé de s'en débarrasser. On peut le ramener en main avec les Madame Mime. Et du coup c'est un lapin qui pioche pas 2 mais 4. Et bref, vous le verrez en le jouant, c'est hyper efficace. Et c'est ça qui... Voilà, cette carte déjà est vraiment trop forte. Ensuite, on a Madame Mime Renard, qui pour 3, donc déjà permet de renvoyer une carte dans la main. Donc ça, on va voir, c'est très fort dans le deck, puisqu'on peut aller chercher du lore avec une créature, la ramener avec Madame Mime Renard dans la main, et en fait, on est très content de la ramener, hein. C'est pas néfaste, c'est bien. Ça évite que l'adversaire la tue, donc on fait comme ça, on verra tout à l'heure de la value. Mais surtout, Madame Mime Renard qui a des stats incroyables et charge, ça veut dire qu'au tour 3, vous êtes capable d'attaquer à 4. Et pouvoir attaquer à 4 au tour 3, c'est beaucoup trop fort, et c'est ça c'est vraiment beaucoup trop fort. Il explique d'ailleurs que ça rend des cartes qui sont censées être bonnes du chapitre 2, comme je crois Sizu et Namahari. On a aussi Cusco, une carte que j'adorais, la Cusco du chapitre 1, qui du coup sont nulles, qui ne sont plus là, vous ne les voyez plus, tout simplement parce qu'elles se font détruire avec leur 4 de défense par cette Madame Mime Renard. Donc elle pose aussi un gros problème et permet à ce deck, qui n'a pas vocation à attaquer, d'être efficace, de pouvoir se défendre, et elle a aussi 3 de défense, donc elle est vraiment hyper forte. Ensuite, on a Madame Mime Snake, Serpent, qui du coup, pareil, c'est trop fort. Déjà au deuxième tour, vous pouvez avoir une 3-3, qui est hyper fort, hein. Une 3-3 au deuxième tour, si l'autre ne l'a pas, ça domine le plateau de jeu au deuxième tour. Ça veut dire que vous êtes capable, c'est vous, pendant 1, 2, 3 premiers tours, qui êtes capable d'aller à l'aventure ou de faire des choses, et l'autre en face, il peut pas broncher. Donc ça, déjà, c'est fort, parce que ça veut dire que vous êtes sûrement tranquille pour avancer dans la partie. Ensuite, il explique aussi, j'avais pas pensé, il a raison, que ça permet de ne pas réfléchir sur le fait de mettre ou pas une créature qui coûte 1 en jeu. C'est-à-dire qu'avant, quand on jouait, on se demandait, est-ce qu'on pose une petite créature qui coûte 1 au premier tour, un bonhomme de neige, une mini, peu importe, est-ce qu'on la pose, ou est-ce qu'on la garde parce qu'on aura besoin de l'ancrer plus tard? Et c'était un choix qui était vachement impactant sur le premier chapitre. Avec Mime Serpent, vous n'avez pas à réfléchir à ça. Vous pouvez poser votre carte à 1, aller chercher un lore ou attaquer au tour d'après, et la remettre dans votre main, ce qui permettra de la transformer en encre. Et donc rien que pour ça, Mime Serpent est excellente. Elle permet d'avoir une versatilité qui fait gagner beaucoup de parties. Et bien sûr, on a les combos Mime Serpent qui ramène lapin dans la main, ce qui gagne une carte. Mime Serpent qui ramène la chèvre dans la main, ce qui donne des points gratuits et où l'adversaire
est obligé d'avoir un removal pour tuer à un moment la chèvre, parce que sinon elle sera jamais inclinée, il pourra jamais l'attaquer avec des créatures. Et ça, voilà, c'est hyper fort. Donc voilà toutes les interactions entre ces 4 cartes qui les rendent abusées, hein, et qui font que ce deck est très fort. Alors comment le contrer? C'est un peu compliqué, on va voir que le deck numéro 2 le contre quand même assez bien, mais la meilleure manière de contrer rouge-violet aujourd'hui, c'est de jouer la même chose. Rouge-violet contre rouge-violet, et ce sera vos meilleures chances pour gagner contre un tel deck. Voilà, donc il faut jouer la même chose. Et donc, quelle version choisir? Et c'est aussi pour ça que je faisais la vidéo. Vous l'avez vu, j'ai d'excellentes stats sur ce deck là, je suis à plus de 70% de victoire. Alors c'est pas moi, cette fois, c'est pas le top joueur, c'est le top 3 là, de celui que j'ai montré tout à l'heure, qui a fait sa version à lui, où il explique que comme il joue tout le temps contre rouge-violet, lui il a choisi une version aggro, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il a éliminé les Madames de Trémène, les Maléfiques, la Isma, il a pas mis tout ça. À la place, il a pas mis les Pinocchio non plus, qui se font défoncer. À la place, il a mis le fou, très important, et la mini à 3, justement, il dit qu'il faut vraiment jouer avec cette mini. Et puis au début, le Tis and Ambitious, la carte à 2 qui met 2 dégâts à une de vos créatures et 2 dégâts à une créature adverse. Et donc il explique que quand il joue contre un adversaire, et il a mis Arthur bien sûr, quand on joue contre un autre rouge-violet, ça va être une course un peu de vitesse entre les deux. Vous allez pas... C'est pas une course à qui n'aura plus de cartes, c'est très rare, parce qu'avec le lapin, on finit toujours par piocher. Donc c'est plus une course à celui qui va être en retard au niveau du lore. Et à la fin de la partie, quand on commence à avoir 7-8 encres, il dit que ça ne marche pas de mettre une Madame de Trémène ou une Isma ou une Maléfique qui gère qu'une créature, parce qu'avec 7 ou 8, on est capable de faire plein de choses. On est capable de poser un Arthur, puis un Le Fou, puis une Mime Snake, on est capable d'en poser plein comme ça, et comme on s'alimente toujours, on s'y retrouve. Et donc il a raison, et donc ce qu'il faut, c'est absolument, si possible, jouer la mini à 3 très vite, que l'adversaire n'a quasiment rien pour la tuer, elle est insaisissable, et chaque tour, elle va chercher de l'or. Et on a le duo Le Fou Arthur, si jamais vous l'avez, qui est incroyable, puisque tour 2 Le Fou, tour 3 Arthur, après, Le Fou va à l'aventure, il cherche un lore, Arthur va à l'aventure, il cherche un lore plus 2, il renvoie Le Fou dans votre main, vous rejouez Le Fou, ce qui redresse Arthur, et l'adversaire ne peut pas l'attaquer. Et au tour d'après, vous recommencez, les deux sont redressés. Et si vous jouez contre rouge-violet, la seule arme qu'il a contre ça, c'est d'avoir aussi un Tis and Ambitious et de mettre 2 dégâts sur Le Fou. Donc voilà, quelque chose de très efficace. À la fin, faites juste attention aux Madame de Trémène, hein, ayez toujours une créature en surplus pour la sacrifier si besoin. Voilà, donc comment le jouer dans le miroir? Le mieux, c'est de jouer sa version, c'est hyper efficace. Sinon, comment jouer ce deck au départ? Quand vous faites le mulligan, il faut absolument trouver, si possible, un drop à 1. C'est la petite mini ou le Olaf. Et pourquoi on joue en 1 une carte qui a 1 d'attaque et 3 de défense? C'est pour absolument, si possible, aussi avoir dans le mulligan, jouer la carte Tis and Ambitious qui met 2 dégâts à vos personnages et 2 dégâts à l'adversaire. Puisque la grosse difficulté sur ce deck, ça va être au début de tuer les menaces adverses. Donc si vous jouez contre un deck aggro, il faut pouvoir mettre 2 dégâts au Pinocchio adverse principalement. Si vous jouez contre le deck défaut, ce qu'on va voir tout à l'heure, il faut pouvoir mettre 2 dégâts au Finn adverse. Et si vous jouez contre le deck qu'on va voir jaune-gris, il faut pouvoir tuer les Stitch ou les Cendrillon ou les Reines avant qu'elles aient un alter qui aille dessus. Et donc votre premier objectif, c'est de trouver ces 2 cartes, hein, la mini A1 et Tis and Ambitious, sachant que la mini peut encaisser ces 2 dégâts et toujours être là sur le plateau, donc elle est très très forte. Voilà, donc un deck incroyable qui, je vous conseille de l'essayer, qui permet de gagner très facilement et qui aujourd'hui n'a pas vraiment de contre. Il est fort contre tout le monde, hein. Donc le deuxième meilleur deck du format, c'est le deck Acier-Ambre, donc jaune-gris. Il y en a 3 versions, il y a celle que vous voyez à l'image. Maintenant, il y a une seconde version très efficace avec les flûtes. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Et une dernière qui existe en ce moment avec des Blanche-Neige aussi. Elles ont toutes le même fonctionnement, mais voilà. Alors avant de vous expliquer pourquoi il marche, pourquoi c'est pas le meilleur? Parce que c'est vrai qu'en termes de match contre le rouge-violet, on a des stats similaires, c'est-à-dire qu'entre les meilleurs joueurs, ils sont souvent à 50-50. Des fois, le rouge-violet un tout petit peu au-dessus,
mais c'est 2 decks qui se valent. Le acier jaune, on va voir qu'il est en plus bien plus efficace contre les decks aggro qu'on verra tout à l'heure, où là, le jaune-gris là est vraiment exceptionnel. Et le problème de ce deck jaune-gris, c'est qu'on verra qu'il a un contre tout à l'heure, on verra un deck bleu-rouge qui explose totalement ce deck-là. Et donc si vous jouez ce deck-là flûte, enfin peu importe la version, et que vous tombez contre le bleu-rouge, il n'y a pas de match, vous allez vous faire défoncer. Alors que le rouge-violet, il peut être fort contre tout le monde. Et donc on n'aime pas être faible contre un deck, même s'il n'est pas populaire, parce que dès qu'il tombe, on est foutu, quoi. Donc voilà pourquoi il est un peu moins joué. Donc ce deck, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Alors déjà, il cherche à mettre rapidement des énormes personnages. On a la grosse Cendrillon qui peut aller en alter sur la petite A5, la grosse Reine qui peut aller en alter sur la petite A2, et le gros Stitch, Stitch Rockstar, qui peut aller en alter sur le petit Stitch A2. Et vous le savez sûrement, mais le but de ce deck, c'est d'avoir plein de chansons qui sont tous quasiment des removals, c'est-à-dire qui mettent des dégâts à l'adversaire, et d'avoir des personnages qui chantent la chanson. Pour 1, on a une Cendrillon qui peut chanter une chanson qui a 3 encres. Ensuite, pour 3, on a Ariel qui permet de chanter une chanson qui vaut 5 encres. Et la reine, on peut mettre la reine au 2e tour, qui est une carte qui en fait vaut 5 encres, et du coup qui peut être inclinée pour chanter une chanson qui vaut 5. Et donc le but de ce deck, c'est de rapidement poser des créatures, et de réussir à abuser de l'encre. C'est-à-dire que, imaginons au 3e tour, je peux avoir, je sais pas, une petite Cendrillon à 1, et une grosse reine qui coûte 5, parce que j'ai mis celle à 1 et celle en alter 2 par-dessus. Et bah potentiellement, au 4e tour, j'ai mes 4 encres habituelles, mais j'ai une reine qui peut chanter une chanson à 5, c'est un équivalent 9 encres, et j'ai une Cendrillon à 1 qui peut chanter une chanson à 3. Et donc c'est un équivalent 12 encres. Et donc dès le 4e tour, c'est comme si j'avais entre guillemets 12 encres, si j'arrive à chanter des chansons. Et donc bah, le but de ce deck, c'est de réussir à chanter tellement de chansons que l'adversaire il n'arrive pas à en placer une. Dès qu'il pose une carte, il se fait défoncer par des chansons. Et de prendre comme ça rapidement le contrôle du plateau de jeu. Voilà, une fois qu'il a fait le ménage en face, il commence à aligner plein de créatures. Et l'adversaire voilà, se prend rapidement beaucoup de l'or dans la tête. Donc on s'est rendu compte sur ce deck que ça marchait bien, mais nos créatures, on n'avait pas le temps d'aller à l'aventure parce qu'on les incline pour chanter des chansons. Donc on se rendait compte que à chaque fois on inclinait nos créatures pour chanter des chansons et on n'arrivait pas à partir à l'aventure. Et si la partie dure trop longtemps, des decks comme le rouge commencent à avoir des soyez prêts et peuvent retourner la situation, donc ça marchait moyen. Et il y a un joueur qui a mis les flûtes qui est un objet pour 2. À chaque fois qu'on chante une chanson, gratuitement, on peut tourner la flûte et gagner un lore. Et donc, on a ce gain de lore qui arrive un peu de manière sans qu'on ait rien à faire, entre guillemets. On peut chanter nos chansons, faire le boulot comme on doit le faire, et gagner du lore quand même. Et du coup, ce deck flûte marche très bien. Alors, bien sûr, tout repose sur votre capacité à gérer, comment elle s'appelle la carte, ce rêve bleu, qui permet de refaire la main de tout le monde, hein, puisque votre gros outil de pioche est là. Mais voilà, c'est un deck un peu plus dur à jouer, mais qui marche très très bien. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, et qui marche bien contre le rouge-violet qu'on a vu tout à l'heure. Quand vous jouez contre ce deck, bien sûr, il faut essayer très rapidement de tuer les créatures à 2, là, les Stitch, les Cendrillon, les reines, avant qu'il y en ait des trop grosses qui arrivent. D'où l'intérêt de Tis and Ambitious, on a vu sur tout à l'heure. A l'inverse, là, vous, si vous arrivez à les aligner avec ce deck, puis à mettre une Ariel et à commencer à chanter des chansons, ça devrait commencer à bien se passer, et il faut réussir à finir la partie avant qu'elle aille trop loin. Voilà donc un deck très fun à jouer, très efficace, et c'est le 2e meilleur deck aujourd'hui. Le 3e meilleur deck, alors franchement, c'est dur parce que on va dire les 3-4 qui viennent là se tiennent dans un mouchoir de poche. Moi j'aurais mis le deck aggro, mais les meilleurs joueurs, et notamment celui qui a fait les vidéos similaires, ne l'a pas mis en 3 mais en 4. Donc étant donné qu'il est bien plus fort que moi, qu'ils ont une analyse bien meilleure, je vais suivre comme un mouton ce qu'il a raconté. Et donc pour lui, le 3e meilleur deck est un deck violet-gris. Violet-gris. Alors c'est simple, il joue les 2 meilleures couleurs. On a vu au début, il joue le violet et le gris. Donc je ne vais pas vous la refaire, il joue le violet pour les 4 qu'on a vu tout à l'heure, avec les interactions dont j'ai parlé, c'est toujours la même chose ici. Et en gris, cette fois,
il va jouer un peu plus gris pour le long terme, notamment, parce qu'on a vu que le violet, ça marche bien au début, ça marche tout le temps, mais voilà, ça fait le taf au début. Et là, il espère faire un peu durer la partie, et après prendre le dessus grâce au gris. Avec notamment la bête qu'on peut mettre qui va piocher 2 cartes par tour, qui au bout d'un moment pourrait être incliné pour jouer les prends ton épée et mettre 2 dégâts à tout le monde. Si on aligne avec une fée clochette, c'est 3 dégâts à tout le monde sur le même tour. On a Benja qui est un peu quand même indispensable dans ce deck pour aller tuer un objet. On a une importance particulière des objets, hein, donc Benja peut aller dégommer des flûtes, notamment qu'on a vu, et plomber le deck de tout à l'heure. Il peut aussi dégommer des grimoires, ce qui peut embêter le top deck de temps en temps, et des glaces, on verra tout à l'heure, ou des lanternes. Donc c'est vraiment une bonne idée, le gris marche bien. Tous les top joueurs sont en train de le jouer, et apparemment il a des très bons résultats contre le top deck. Alors par contre, je les ai regardés jouer, c'est un avis personnel, hein, mais essayez, mais je trouve que ce deck est extrêmement difficile à jouer. C'est-à-dire qu'il faut être patient et surtout faire les bons choix. Autant le rouge-violet, c'est facile, faut vite marquer des points, faut reprendre ses cartes en main. Chaque tour, on essaie de marquer quelques lores, de reprendre ses cartes en main. C'est assez facile de voir ce qu'on doit faire, entre guillemets, une fois qu'on connaît. Autant celui-là, c'est pas du tout le cas, hein. Il faut être patient. Il y a des moments, il faut attaquer. Il y a des moments, il faut chercher du lore. Il y a des moments, il faut attendre pour battre l'adversaire en ayant plus de cartes que lui. C'est vraiment, il y a beaucoup de choix, énormément de choix dans ce que vous pouvez faire, et il est très très compliqué à jouer, je trouve. Donc voilà, essayez-le si vous voulez, moi j'ai pas trop tenté, je sais pas ce que j'ai noté d'autres, non, c'est à peu près tout ça. Ouais, on n'a pas les mini ou les le fou là, donc la mini à 3 ou les le fou, donc voilà, c'est des parties qui vont durer, vous n'allez pas gagner rapidement avec ce deck, hein. Vous allez prendre l'ascendant petit à petit et réussir à battre l'adversaire au bout d'un moment. Donc d'après lui, c'est le 3e meilleur deck. Je vous laisserai essayer de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le 4e meilleur deck, c'est un deck aggro. Très sympa, un des premiers que j'ai joué sur la chaîne. Facile à jouer, très rapide, hyper rapide, et il peut gagner. Il peut largement battre le top deck. D'ailleurs, quand je joue rouge-violet, c'est une des plus grosses menaces, hein. Quand je vois que l'adversaire arrive avec ce deck, c'est là où je transpire le plus. Un gros concurrent sur le rouge-violet. Que des petites créatures qui farment beaucoup de lore. Donc l'idée c'est de mettre nos petites créatures, d'aller farmer du lore, et au lieu de les laisser prêtes à se faire dégommer, on essaie de les remonter avec des Madame Mime, on essaie de les redresser. Donc voilà, c'est un petit calcul où on essaie d'arriver à 20 le plus vite possible, hein, clairement, et de passer entre les gouttes. Ça peut marcher, ça marche souvent, et ça marche très très bien, hein. Je ne vais pas vous détailler comment il marche, vous avez plein de vidéos sur la chaîne. Ça nécessite un peu de calcul, hein. Faut vraiment réussir à optimiser. Mais voilà, vous savez qu'en 6 ou 7 tours, c'est fini. Et ça peut durer un peu plus, mais si au tour 6, vous n'êtes pas à 15-16 lore, ça sent le roussi, hein. Donc ce deck est très bien, il est très fort, il a gagné des tournois, hein, il peut battre le top deck. Mais, pourquoi il est que 4e? C'est qu'il se fait exploser si l'adversaire joue Acier Ambre, le 2e meilleur deck qu'on a vu tout à l'heure avec les chansons. Et il est aussi très mal, il est mal dès qu'il y a de l'acier en face, hein. Dès qu'il y a du gris en face, vous savez que l'adversaire peut tuer vos créatures avec ses chansons, même si vous les protégez entre guillemets, ou vous les reprenez, etc. Et donc l'adversaire, si c'est bien joué qu'il a du gris, vous êtes foutu, puisque dès que vous posez une carte, un Pinocchio, etc., vous n'aurez pas le temps d'aller à l'aventure, puisqu'entre-temps, il peut vous le dégommer en lui mettant des dégâts directs. À partir du tour 5, voire du tour 3 s'il joue jaune-gris, voire du tour 2 même en jaune-gris, il peut chanter Prends ton épée qui met 2 dégâts à tout le monde. Et votre but c'est quand même d'aligner plein de petites créatures et de chercher beaucoup de lore. Et donc vous allez vous faire exploser, ça a très peu de chances de gagner. Donc c'est pour ça qu'il est que 4e. Et ensuite le 5e deck, qui est un deck très très fun à jouer, qui est un deck jaune-rouge. Alors vous voyez, il n'y a que des créatures, quasiment. Il y a des versions où il y a la lanterne, là, il y a 3 lanternes dans celle qui est gardée par les pros. Et il y a des versions où il y a Just in Time. Je ne sais plus le nom en français de la carte, je vous l'affiche là. Juste à temps peut-être, j'imagine. Donc que des créatures. Alors dans ce deck, on a d'abord, on remarque qu'il y a des créatures avec des bonnes stats et qui font beaucoup de lore. On va faire que poser des créatures et partir à l'aventure.
En général, ça va être le but. De toute manière, en ce moment, dans cette méta-là, comme tout le monde joue violet, remonte ses créatures, etc., c'est rare qu'il y ait des combats, hein. Donc on va surtout partir aventure. On remarque le combo Mergotel réponse. On met Mergotel qui a 3 dégâts sur elle. Au tour d'après, on met réponse qui soit une Mergotel et réponse du coup qui pioche 3 cartes. Donc quand vous jouez contre ce deck, si vous voyez une Mergotel, c'est elle qu'il faudra essayer de sniper en priorité. Et surtout, ce deck, il est là pour quoi? Il est là pour faire un pari avec Mufasa. Donc le Mufasa jaune qui coûte 5, qui va chercher de l'or, qui est une 3-3, c'est nul. Mais quand Mufasa meurt, on prend la carte du dessus de... C'est un pari. On prend la carte du dessus de son deck. Si c'est une créature, elle arrive en jeu. Et donc quand vous jouez Mufasa, basiquement, vous jouez 2 créatures pour un coût de 5, dont une à retardement. Et c'est très drôle parce que si l'adversaire tue Mufasa et qu'en tuant Mufasa, vous faites venir par exemple Maléfique sur le jeu, c'est magnifique parce que du coup, vous avez une énorme créature qui arrive, vous tuez un de l'adversaire et c'est très marrant. Il y a des rares cas où c'est la lanterne qui sort et là, vous pouvez pleurer. Mais du coup, voilà, c'est sympa à jouer et on sait que ça marche puisqu'il y a un des top joueurs qui le joue là, qui est vraiment spécialisé sur ce deck et qui est arrivé dans le top 4 ou 5 là. Et donc, ils sont tous mis à jouer avec, ils ont des très bonnes stats avec. A noter que, du coup, juste à temps permet de jouer pour 3 une créature à 5, ça permet d'envoyer un Mufasa plus vite. Et voilà, un Mufasa au tour 3 qui va chercher de l'or à chaque tour, il y a un moment, il faut le gérer. Si on le gère, on ne sait pas ce qui arrive, puisqu'il y en a une qui arrive au pif. A noter que si vous voulez, vous pouvez aussi jouer jaune-gris. Dans la même optique, vous mettez plein de bonnes créatures en gris, hein, pas de chansons, que des créatures. Et vous pouvez jouer l'énorme dingo qui coûte 10-10 qui va chercher 4 l'or. Et donc peut-être que Mufasa va mourir et que vous aurez dingo au-dessus qui arrivera en jeu direct. S'il y en a un qui arrive à faire ça, c'est magnifique. Donc lui, voilà, 5e meilleur deck. Et ensuite, en 6e, vous avez un deck qui est très connu, qu'on a déjà beaucoup présenté, qui est le deck bleu-rouge, saphir-rubis, avec les objets, notamment l'objet glace. Alors c'était le deck préféré de tout le monde au début. Je vous refais le combo, mais vous connaissez sûrement. L'idée de ce deck, c'est d'aller très très vite en encre. Donc que des cartes qui mettent beaucoup d'encre, hein, il y a plusieurs variations. Mais l'idée, c'est d'avoir beaucoup d'encre. Puis à la fin, de jouer des énormes créatures, notamment les énormes créatures rouges, les Madame de Trémène, les Maléfiques, de les jouer très vite et d'empêcher l'adversaire comme ça de pouvoir faire quoi que ce soit. On a un combo de pioche incroyable, puisqu'on a l'objet glace, qu'on peut poser pour 1, qui nous fait piocher. Si vous avez de la chance, au tour 4, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous mets le Flavor Chaume là, je crois. Quand il arrive, il peut bannir un objet, n'importe lequel, et piocher 2 cartes, c'est énorme. Et à chaque fois qu'il va à l'aventure, il peut bannir un objet et repiocher 2 cartes, c'est très très fort. Et vous avez le petit renard, je vous l'affiche aussi, qui lui peut, quand il arrive en jeu, récupérer la glace de votre défausse. Donc au tour 5, on peut mettre le renard, récupérer la glace, la mettre en jeu, piocher une carte. Flavor Chaume passe à l'aventure, il explose la glace, on repioche 2 cartes. Et donc on a une mécanique de pioche de cartes qui est énorme. Et si vous avez... Déjà, c'est un deck qui va vite chercher de l'encre. Si en plus vous avez beaucoup de cartes, l'adversaire il est cuit. Donc on a cet aspect-là qui marche très bien. On peut jouer le lapin qui peut détruire vos objets, mais aussi les objets adverses. Donc comme ça, quand on ne trouve pas Flavor Chaume, on a des options, hein. Avec le lapin, on peut détruire sa propre glace, puis aller la rechercher pour piocher une carte, puis aller la rechercher avec le renard pour la rejouer, ce qui fait au moins piocher une carte et trouver ce qu'on veut comme ça. Donc ce deck, voilà, marchait très très bien, c'était un des meilleurs. Il est extrêmement fort contre le deck numéro 2, le jaune-gris avec les chansons et les flûtes, là. Le jaune-gris avec les chansons et les flûtes ne peut rien faire contre ce deck. Tout simplement parce que ce deck, au final, ne pose pas beaucoup de créatures. C'est-à-dire qu'au début, il pose rien. Sur les 3 premiers tours, il n'y a pas vraiment de créatures à poser, hein. Ou alors c'est des créatures comme la grand-mère, on est content qu'elle meure parce que ça fait une encre. Et du coup, ça marche. C'est-à-dire que le jaune-gris est embêté parce que toutes ces chansons qui mettent 2 dégâts à tout le monde, qui mettent 2 dégâts, 3 dégâts, ne servent à rien du tout. Et faire piocher l'adversaire avec ce rêve bleu, on n'a pas envie non plus, ça marche pas. Et quand ce deck-là pose des créatures, c'est des énormes, quoi, hein. C'est des créatures qui ont 5-6 points de vie. Et là encore, les chansons du deck jaune-gris sont pas capables de faire quoi que ce soit. Et au final, sur la fin de partie,
ce deck-là va être beaucoup plus fort, notamment parce qu'il a Soyez prêt, et il pioche énormément, donc il peut raser le board dès que ça le fait pas, quoi, et il peut tout reset à 0. Et contre le jaune-gris, il va gagner dans plein, vraiment, il a un pourcentage de victoire qui est énorme quand les deux joueurs savent jouer. Donc il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça que le jaune-gris n'est pas premier, c'est à cause de celui-là qui traîne. Le problème de ce deck-là, c'est que contre le top deck, contre le rubis améthyste qu'on a vu, il est nul. Mais nul, c'est impossible de gagner si vous jouez contre rubis améthyste. Vraiment impossible. Hein. Le problème, c'est qu'au début, vous faites rien, alors que rubis améthyste va très vite commencer à marquer beaucoup de l'or. Hein. Entre les Spades des Arthur, ça peut être la mini là, qui farme de l'or par tour. Enfin bref, il va rapidement chercher 5, 6, 7 l'or. Ensuite, vous allez peut-être commencer à prendre le contrôle, mais vous ne pouvez pas étouffer l'adversaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous mettre à l'empêcher d'avoir des cartes. Un peu le but de ces decks contrôle, c'est de dire je gagne en empêchant l'adversaire d'avoir des cartes. Ça ne marchera pas à cause des lapins, et il y a trop de pioches dans ce deck en face là, donc l'autre va continuer à avoir des cartes en main, vous ne pouvez pas l'étouffer à ce niveau-là, et vous pouvez espérer l'étouffer en l'empêchant de marquer du lore. Sauf que ça ne marchera pas, vous allez jouer des créatures qui coûtent cher, Madame de Trémène, etc. Et l'autre, il va continuer à aligner plein de petites merdes, des lapins, des chefs qui font quand même du lore, il va les ramener dans sa main, vous ne pourrez pas les choper, des grimoires qui vont chercher du lore chaque tour. Et donc l'autre va continuer à marquer un petit peu de lore par-ci par-là, et vous, non. Donc voilà, c'est quasiment impossible de gagner, même les tout meilleurs joueurs ont des stats ridicules quand ils jouent ça contre le top deck, et ils ont arrêté de le jouer. Donc voilà pourquoi il est là. A noter que depuis peu, on a une carte importante hein, qui est Winnie l'ourson, que je vous conseille vraiment de mettre, puisque ce deck marche bien, à part contre le top deck, mais il a du mal à chercher des lores, et on s'est rendu compte qu'avec Winnie, ça marchait mieux. Donc voilà, il est très bien. Donc voilà, il est maintenant en 6e position. Il existe encore, principalement pour mettre la misère à ceux qui jouent jaune-gris. Et enfin, pour terminer, je vous en montre un dernier, qui lui n'est pas dans les top decks, mais que je trouve sympa, et surtout parce que c'est un deck qui est très fort contre le premier deck, c'est-à-dire là tout le monde joue rouge-violet, tout le monde se demande un peu comment le contrer, et ben on a un deck qui le contre très bien, c'est celui-là, c'est le deck Défausse, vert-gris. Il est très drôle, il peut aller très vite, mais bon, il marche si vous avez la bonne pioche au début, et il marche surtout contre le top deck, il ne va pas trop marcher contre les autres. Je vous le mets quand même ici, il est très sympa. L'idée, ça va être de faire jeter toutes les cartes de l'adversaire. Et en plus, si vous arrivez à mettre le prince jaune ou prince jaune, je sais plus, je vous mets la carte. Si vous arrivez à mettre cette carte-là, vous, à chaque fois que l'adversaire défausse, vous allez piocher. Et donc l'idée, c'est de faire, si on peut, tour 2 Flynn, tour 3 le prince. Et à partir du tour 4, c'est la fête. Chaque tour, vous allez faire jeter des cartes à l'adversaire. Vous pouvez incliner votre Flynn pour chanter la chanson qui fait jeter une carte à l'adversaire, ça vous fait piocher. Vous pouvez jouer le gros Flynn sur le petit Flynn, et alors là vous allez chercher très vite du lore, parce que l'adversaire il aura rapidement aucune carte. Et on n'a que des cartes qui font jeter, et à chaque fois qu'on fait jeter, on pioche avec le prince. Au tour 5, on a le gros chat qui lui fait carrément jeter 2 cartes souvent, parce que c'est rare qu'il y ait une carte action. Et avec la chanson Doubidoubou, là, on peut faire incliner notre prince là à 3, ce qui fait que le chat revient dans notre main et on le rejoue et l'adversaire rejette 2 cartes. Donc voilà, si tout se passe bien, votre adversaire, au tour 4, il lui reste quasiment plus de cartes, au tour 5, il est vide, il n'a plus rien. Et si en plus vous avez Flynn sur le jeu, ça veut dire que vous cherchez vos lores 4 par 4, et l'autre il est coincé avec ses 3 encres, il ne peut plus rien faire. Donc ça marche très très bien contre le rouge-violet. Si vous avez la sortie dans l'ordre, c'est foutu pour l'adversaire. C'est très marrant. Malheureusement, voilà, il faut déjà qu'au mulligan, vous ayez ce que vous vouliez. Contre le deck aggro, ça ne marchera pas parce que le deck aggro, en 3-4 tours, il aura déjà posé assez de merde pour marquer assez de l'or et vous n'avez pas vraiment de contre. Hein. Vous faites jeter des cartes, mais bon, faites pas trop de dégâts non plus. Et après, je ne l'ai pas essayé contre les autres, mais voilà, je me dis que si il n'est pas joué, c'est qu'il ne doit pas être si fort que ça contre le reste. Voilà pour les top decks de cette méta. Je suis preneur de tous vos commentaires à ce sujet. Est-ce que la vidéo vous a plu? Est-ce qu'il y a matière à l'améliorer?
Est-ce que vous avez d'autres avis ou d'autres stratégies que j'aurais oubliées? J'épinglerai les commentaires si nécessaire. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. C'est très important, hein. Si j'arrive à 1000 abonnés, je pourrais faire des lives sur leur canal. Et bah, c'est aussi important pour YouTube pour savoir si c'est une bonne vidéo ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.